Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Henri Giscard d'Estaing. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Boursorama, président de l'école du leadership de Paris, ancien président du Club Med. Patrick Martin, le président du MEDEF, sonne l'alarme sur la France qui décroche. Est-ce qu'il est trop négatif ou il a raison ou est-ce qu'il a raison ou pas de tendre un peu vers le déclinisme qui est quand même quelque chose d'assez ambiant en France? Je crois qu'il faut d'abord regarder les choses malgré tout de manière positive. Quand on regarde la vitalité des startups, quand on regarde les développements d'un certain nombre de très grandes entreprises françaises, où on a quand même des grands leaders mondiaux en France, moi, j'ai eu la chance d'en fabriquer un, si je peux m'exprimer ainsi, je crois qu'il faut regarder lucidement là où on en est, mais le regarder avec un angle positif. Le leadership, c'est de regarder l'avenir positivement et d'aller chercher... Et lucidement. Et lucidement, partant du diagnostic. Et je pense que là où Patrick Martin a raison, c'est qu'on doit aujourd'hui faire un diagnostic. Ce qui est frappant dans ce qu'on regarde autour de nous, c'est qu'on parle des solutions avant de se consacrer à... Mais où en est-on réellement et où va-t-on? Et pour vous, quel est l'état de la France aujourd'hui d'un point de vue économique? Elle est confrontée à d'immenses défis, mais enfin, elle n'est pas la seule pour cela, parce qu'on a tendance aussi à se regarder nous-mêmes. On voit que la Grande-Bretagne a une situation compliquée, l'Allemagne a une situation très difficile, par sa transition industrielle et les deux ressorts qu'elle avait choisis, le gaz russe et l'exportation en Chine. Oui. Donc, qui se révèle a posteriori ne pas être des choix très judicieux. C'était pas les bons. Bon, mais donc, c'est difficile, je dirais, entre guillemets, pour tout le monde. On est dans une période de transformation extraordinaire. La transformation technologique est un défi, et puis la transformation des attitudes et des comportements des clients et des salariés. Sauf que face à tous ces défis climatiques, numériques, sociétaux, la France, elle, pour le coup, a des gros déficits, au-delà de 5%. Est-ce qu'il est urgent ou pas de remettre de l'ordre, selon vous, dans nos comptes publics, sachant que la France, aujourd'hui, emprunte tranquillement sur les marchés financiers, même si elle emprunte, je sais, un peu plus cher? On peut pas vivre durablement en déficit comme une entreprise doit savoir maîtriser son endettement. Ensuite, il y a deux façons. Sauf qu'un État ne meurt jamais, alors qu'une entreprise peut faire faillite. Je crois qu'un État peut faire faillite aussi, on a vu des... Oui, on en a vu des exemples, y compris en Europe. Il y a un sujet de transformation. De la France. De la France. Mais c'est un sujet que rencontrent les entreprises. Effectivement, il serait curieux qu'on n'ait pas le même problème au niveau collectif qu'on l'a dans chacune des entités économiques ou des organisations. Et pour ça, c'est tout le travail que je cherche à conduire avec l'école du leadership de Paris, il faut un peu de méthode. Et la première des méthodes, et vous l'avez très bien dit, c'est d'abord de se consacrer au diagnostic. Moi, c'est ce que j'avais eu à faire au Club Med. Le Club Med, qui avait été une formidable réussite, se trouvait au début des années 2000 confronté à d'immenses défis. Des pertes. Des pertes. Déjà des pertes considérables. Ouais. Et un positionnement qui n'était plus en ligne avec là où allait la demande et le marché. Oui, sûrement trop bas de gamme, pardon de le dire comme ça. Et trop c'était, j'allais dire plus spécifiquement ça, c'était le plus cher du moyen de gamme, qui est le plus dangereux. Si on est low cost et authentiquement low cost, et si on est compétitif sur le prix, on a une voie. Si par contre on est au milieu, dans un monde qui se bipolarise, on va nulle part. Mais c'est vrai que l'effort que nous avons fait pour comprendre où on en était vraiment, comprendre ensuite quelles étaient nos forces, quels étaient les points à corriger, comment ça allait changer autour de nous. C'est l'époque où se sont développés les online travel agents et où les agences de voyage ont tout d'un coup perdu leur monopole de fait. Et leur clientèle captive. Pardon ? Et leur clientèle captive. Et leur clientèle captive, absolument. Donc, c'est à partir de ce diagnostic à 360 degrés qu'on crée un projet. Et dans la durée, parce que ça prend 15 ans. Et ensuite, la transformation du club, elle a pris 15 ans. Elle a pris même plus que ça, elle a pris presque 20 ans. Ouais. On l'a lancée en 2004 et elle a abouti physiquement, c'est-à-dire que la totalité des resorts du Club Med étaient haut de gamme ou très haut de gamme en 2024. Ouais. Mais aujourd'hui, les boîtes n'ont plus 20 ans devant elles pour se transformer. Alors,
D'abord, il ne faut pas forcément 20 ans. Ouais. Dans le cas du Club Med, c'était compliqué parce que c'était une transformation totale, y compris une transformation physique. Ouais. Un resort, c'est un immense ensemble de bâtiments, d'infrastructures. Et donc, pour le transformer, il faut pouvoir avoir les permis de construire, trouver les financements, faire l'opération, etc. Mais effectivement, une transformation, ça prend du temps. Et c'est pas facile. Ah, c'est même très difficile, oui. Parce qu'il a fallu fermer, pour le club, il a fallu fermer des villages, en ouvrir d'autres. Voilà, c'est... c'est une épreuve de nouveau à 360 degrés. Il faut savoir faire évoluer son offre, donc physiquement renouveler l'offre. Il faut savoir renouveler une partie de sa clientèle, celle qui ne veut pas ou ne peut pas suivre, et en gagner d'autres. Faire venir la nouvelle. Et faire venir la nouvelle. Prêt à payer plus cher pour du haut de gamme. Absolument. Et il faut culturellement se transformer. On ne vend pas un produit haut de gamme comme on vend un produit moyenne gamme ou pas cher. Le client haut de gamme, il va d'abord chercher la qualité. C'est la réussite de ses vacances qui va être pour lui l'essentiel, en particulier pour les familles. Donc, on doit lui présenter les arguments pour cela, qui sont des arguments différents de ceux que l'on présentait quand c'est le prix qui est driver. C'est évidemment la même chose opérationnellement. Le sens du détail. Le haut de gamme, c'est le sens du détail. Il faut financer une montée en gamme, comme vous l'avez fait. À l'époque, vous étiez endetté. Comment vous avez fait pour financer cette montée en gamme, ouvrir de nouveaux resorts, tout en étant endetté? J'ai lu que vous aviez vendu votre foncier, vos terrains. C'est ça que vous avez eu comme idée pour... Oui, parce que mes prédécesseurs, qui avaient réussi malgré tout l'extraordinaire exploit de créer cette marque, de l'établir déjà largement dans le monde, de surtout trouver les plus beaux endroits du monde, avaient acheté une grande partie des lieux dans lesquels nous nous trouvions. Et effectivement, on a pu utiliser une partie de ces actifs qu'on ne pouvait pas garder parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la montée en gamme, c'est-à-dire soit physiquement, soit économiquement, pour financer la rénovation des autres et la création de nouveaux resorts. Et puis ensuite, à partir du moment où vous avez une crédibilité, il y a dans le monde des investisseurs immobiliers qui suivent à faire le pari. Dans les paris aussi que vous avez fait le pari du développement de resorts à la montagne. Ça aussi, c'était un pari. Même si historiquement il y en avait, mais le fait d'en avoir plus à la montagne. C'était un pari, mais là encore, partant d'un diagnostic, où la formule du tout compris devenue haut de gamme est la plus forte et la plus pertinente pour les clients qui sont les familles, et les familles du monde entier. C'est dans les vacances au ski et à la montagne. C'est des vacances qui sont coûteuses, c'est des vacances qui sont compliquées à organiser, il faut avoir ses skis, ses chaussures, ses corps de ski pour les enfants. Donc la formule du tout compris haut de gamme est la formule gagnante. Quand vous avez une formule gagnante, à ce moment-là, vous devez accélérer dessus. Et le faire, bien sûr, dans votre propre univers, nous l'avons fait dans les Alpes, mais le faire au-delà. On l'a fait au Japon et en Chine, puis au Canada. C'est comme ça que beaucoup d'étrangers, d'ailleurs, de touristes étrangers, sont venus skier et viennent skier, essentiellement en France. Il y a des chiffres que je n'ai plus en tête. Mais c'est par exemple un cas très particulier qui est le Brésil. Les Brésiliens, traditionnellement, allaient skier, les familles aisées brésiliennes, aux États-Unis. Ouais. Et nous avons réussi à les convaincre de le faire dans les Alpes. Ouais. La décision, si vous pouviez revenir en arrière et changer une décision stratégique, laquelle vous changeriez ? Une chose que je n'avais pas réussi, loin s'en faut pas tout réussi, mais c'était l'implantation au Moyen-Orient. Les circonstances ont fait que c'était plus compliqué qu'ailleurs, alors que s'est développé, notamment dans les Émirats arabes unis, un remarquable complexe touristique avec Dubaï et c'était avant la guerre en Iran. Voilà, alors, c'est un échec qui aujourd'hui protège probablement un peu le Club Med, mais nous avions trouvé un lieu formidable, je le reconnais qu'aujourd'hui il n'est pas très touristique, qui est la plus belle plage des détroits d'Ormuz, voilà. À Oman. La meilleure décision stratégique que vous avez prise ? C'est sans doute de parier sur cette montée en gamme et cette globalisation, en se focalisant sur une clientèle famille.
Partant là encore du constat, du diagnostic qu'il y avait dans la marque Club Med les ressorts pour pouvoir être une marque internationale de haut de gamme, qu'il y avait ces lieux magiques, qu'il y avait une clientèle pour cela, et que sur les familles, l'offre était effectivement unique. Bon, c'était un grand pari, puisque au départ, il n'y avait qu'un quart des resorts, villages, comme on les appelait, du Club Med, qui étaient haut de gamme. Et à l'arrivée, il y en a eu 100%. Ouais. Mais ça a pris du temps. Aujourd'hui, il y a 61 villages Club Med. Le club en vise 100 d'ici 2035. Pour vous, c'est jouable? Ce n'est pas moi qui suis en charge de l'avenir. C'est juste. Sinon, l'introduction en bourse, je lisais dans la presse que le président actuel, Stéphane Macaire, a évoqué la possibilité d'une introduction en bourse du Club Med à horizon fin 2026 ou 2027. Bonne idée ou pas? Vous y étiez favorable d'ailleurs, je crois, vous, hein? Je considérais qu'il était tout à fait opportun pour le Club Med de revenir à la bourse. Jusqu'en 2015, jusqu'en 2015, le club a été coté en bourse. Hein. Absolument. Et ayant réussi sa transformation, étant sur une dynamique de croissance et de rentabilité, et que c'était l'un des moyens pour justement financer cette nouvelle phase que nous avions commencé à définir, phase de croissance et de développement. Et je souhaitais ardemment que cette cotation ait lieu à Paris pour que le Club Med puisse retrouver, s'ancrer dans des racines françaises. Et ça a été une pomme de discorde avec l'actionnaire, justement, non pas le principe, que je comprenne bien, le principe de la cotation, mais le lieu de cotation, c'est ça qui a... Disons que sur la cotation elle-même, je n'avais pas obtenu de réponse à ce moment-là, et que sur le lieu, effectivement, ce n'était pas Paris qui semblait devoir être choisi. Je reviens sur l'idée du leadership. Il y a un leadership made in France, il y a des spécificités particulières d'un leadership made in France, peut-être européen ou français. Alors c'est ça que nous devons, j'allais dire, définir et travailler. J'en suis convaincu. Le leadership aujourd'hui, il est conçu et enseigné aux États-Unis. Les grandes universités américaines, et Harvard en est probablement la principale. C'est un leadership remarquable, il ne faut pas le nier, quand on voit les formidables développements et la poursuite du développement de ce pays, les difficultés qu'on connaît. Bon. Mais nous avons, nous, des caractéristiques qui sont différentes. On parlait, en commençant, du diagnostic et de l'optimisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre discours n'est pas marqué par l'optimisme. Je crois d'ailleurs que réalistiquement, on ne peut pas être optimiste, alors que les Américains le sont, par nature, par culture, par histoire. Mais il faut être positif, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire aller chercher dans les difficultés, dans les épreuves, dans les challenges, des raisons de croire. Et ayant traversé moi-même tellement de crises, d'épreuves, de la folie des hommes et de la nature, pourrais-je l'appeler, qu'à chaque fois, on peut trouver dans une crise une raison d'espérer et d'avancer. Donc le leadership européen, par exemple, au lieu d'être simplement optimiste, il doit être positif. Le leadership européen, il doit être plus collectif, sans doute, que le leadership américain. Et moins naïf, peut-être aussi. Oui, enfin, moins, c'est ça, simpliste. Ouais. Il faut trouver du sens. C'est quoi le leadership? Le leadership, c'est partir d'un bon diagnostic, de le partager le plus largement possible. Je ne dis pas de créer le consensus, il n'y a jamais de consensus, mais de le partager. Et à partir de là, d'élaborer une vision. Cette vision, elle doit donner du sens. Elle doit porter un effort collectif. Mais aussi, ce sens, il doit être individuel. Et produire du résultat. Et bien sûr, produire du résultat. Mais pour ça, il faut déduire de cette vision des priorités stratégiques. Moi, j'en avais défini 4, monter en gamme, s'internationaliser, se digitaliser, et devenir un employeur de référence dans notre domaine. Bon. Et puis les mettre en œuvre, bien sûr. Mais pour les mettre en œuvre, si vous n'avez pas quelque chose qui rassemble, si vous n'êtes pas organisé pour que ce soit le cas, ça ne marche pas. Donc c'est dès le départ qu'il faut que le diagnostic soit partagé. C'est très vite que la vision doit être une vision qui devient commune et que chacune et chacun s'y retrouve. On est dans un monde individualiste, qui l'est plus que jamais. Donc il ne suffit pas d'avoir une grande idée et un grand projet. Il faut que chacune et chacun puisse se dire « je vais y trouver mon compte ».
Et c'est cette combinaison-là qui est difficile. Et puis ensuite, il faut tout ça le mettre en œuvre. Mais il y a des recettes, je pense, pour les managers qui nous regardent. Il y a des recettes pour accroître son leadership, pour passer d'un bon manager à un leader. Ça s'apprend vraiment? Je crois que ça se cultive. Ça se cultive. Ça s'apprend et ensuite ça se cultive. Quelle est la différence? Un manager, il applique des processus, des règles qu'il a apprises. Un leader, il a ses processus et ses règles. Mais il va au-delà. C'est lui qui porte le sens et qui emmène. C'est lui qui... Avec ou pas la vision? Ah, il faut une vision. Ah oui, la vision, elle est au point de départ du sens. Et cette vision, de nouveau, je le répète, c'est une vision qui doit être malgré tout réaliste. C'est pas un rêve. Parce que le rêve, par définition, il déçoit. C'est quelque chose qui doit être atteignable, mais qui doit être enthousiasmant, qui doit donner envie. Et à partir de là, il faut, et c'est le rôle du leader, être constamment dans l'explication, dans la communication, et ça s'apprend. Il faut être dans le feedback. Le leadership le plus exceptionnel, c'est dans le sport. Les grands sportifs et les grands capitaines d'équipe sont des formidables leaders. Ils vous diront, et moi je les interroge, que la première des choses qui est importante pour eux, c'est le feedback. Si j'écoute pas mon entraîneur, si j'écoute pas mon coach, j'ai aucune chance de devenir un champion. Ben, c'est la même chose dans l'entreprise. Le feedback, la capacité à dire à l'autre ce qu'il fait bien, comment il peut le faire encore mieux, et ce qu'il doit éventuellement améliorer ou corriger, c'est fondamental et ça doit être régulier. Parce que c'est comme ça que vous trouvez le sens individuel. Le sens individuel aujourd'hui pour les jeunes, et moi j'ai eu la chance ou le privilège de diriger une entreprise dans laquelle un tiers, près de la moitié, avait moins de 30 ans. Et donc j'ai vu ces différentes générations passer. Aujourd'hui, elles veulent progresser vite. Et quand elles ont le sentiment qu'on les aide à progresser vite, elles sont formidables. Il faut pouvoir l'organiser et le faire. Tout le monde ne peut pas progresser vite. Progresser vite, c'est contrepartie des meilleurs. Ah oui, il y a quand même une notion de compétition. Je veux dire, il faut apprendre. Moi, je le répétais chaque jour. Il faut apprendre tous les jours et ça s'applique du haut jusqu'en bas. Et moi, je devais constamment continuer à apprendre. Et je dois toujours le faire. C'est pour ça que je travaille aussi maintenant sur ce leadership. Ensuite, chacun n'a pas vocation à devenir un leader. Il y a des experts dans une entreprise, dans une organisation. Il faut des gens qui soient d'abord techniquement extraordinairement bons et qu'on choisit par leur expertise. Mais on doit aussi considérer que le leadership, ce n'est pas seulement le patron. C'est à différents, et j'allais presque dire à tous les niveaux de l'entreprise. Un chef d'équipe, il doit être capable d'entraîner son équipe, même s'il est dans la hiérarchie, loin s'en faut, pas au plus haut niveau. Quand on veut travailler son leadership, il y a des ateliers, on finit là-dessus, des ateliers que vous organisez avec, j'imagine, des invités de marque qui viennent témoigner. Ben, l'idée, c'est qu'effectivement, puisqu'il faut effectivement essayer de définir ou de préciser ce qu'est le leadership, à l'européenne et à la française, ben, il faut être pratique. Pour ça, il faut faire deux choses. Il faut faire un travail académique, qui n'a pas encore été fait de manière systématique en France. C'est pour ça que nous travaillons avec le SCP Business School, qui a créé une chaire de leadership de transformation. Et puis ensuite, il faut s'adresser aux leaders, ceux qui l'ont été ou ceux qui les ont connus, et leur demander non pas ce qu'ils ont fait, mais comment ils l'ont fait. Comment ils l'ont fait, bien sûr. Voilà. Et les ateliers du leadership, comme le forum que nous avons organisé avec la Fondation Prospective et Innovation de Jean-Pierre Raffarin, cet exercice-là, comment avez-vous fait? Et c'est extraordinairement intéressant. Qui est venu Eh bien, témoigner. Le premier dans les ateliers, c'était Nicolas de Taverneau, qui avait en commun avec moi d'avoir incarné son entreprise. Incarné son entreprise et pendant longtemps. Ouais. Et puis Amélie Oudéa-Castéra, parce qu'il nous paraissait important d'avoir quelqu'un qui ait une connaissance profonde du monde du sport, et ce qu'elle nous a dit notamment sur le feedback dont je vous parlais tout à l'heure était extraordinairement intéressant. Jean-Dominique Sénard, puisqu'il président de Renault, fait des choses absolument remarquables. Michelin aussi, Renault. Michelin, Renault, et avant la situation très difficile qu'elle a eu à connaître à Péchinet, après son absorption, démantèlement.
Nous accueillerons en septembre, septembre, oui. Le général Schill, qui est l'actuel, ou l'ancien, puisque je crois qu'il a son successeur vient d'être nommé chef d'état-major de l'armée de terre, parce qu'il y a beaucoup à apprendre au leadership des militaires, puisqu'ils sont eux aussi, d'abord et avant tout, confrontés aux jeunes générations, à des sujets majeurs de leadership et de commandement dans les circonstances les plus difficiles. C'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir, donc c'est à Paris, j'imagine, ça se passe à Paris. Absolument, ça se passe à l'ESCP à Montparnasse. D'accord, en septembre. En septembre. Mais j'ai aussi accueilli, dans le cadre du Forum du leadership, Philippe Val, l'ancien patron de la Poste, qui a fait un travail exceptionnel de transformation. Moi, j'avais la chance, au Club Med, d'être dans un secteur, le tourisme, qui, malgré tout, est structurellement croissant. Alors, je le reconnais avec des... avec des cycles assez forts, compte tenu des... Alors que la Poste, lui, il fallait gérer la décroissance. Démarrant... La transformation dans la décroissance, c'est quand même... ça, c'est exactement. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'il témoigne. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a pour ça une méthode. Allez, merci pour cet entretien avec vous, Henri Giscard d'Estaing, président de l'École du leadership de Paris, ancien président du Club Med. Invité la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Merci.